Denis Georges, bonjour et merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors Bonjour. je vais te présenter très rapidement. Oui, Donc tu es spirit depuis 23 ans. oui, Tu es également docteur, généraliste, oui. hein, c'est bien ça. Et donc dans le cadre de cette interview, on aurait aimé avoir un peu ton explication sur l'hypnose, puisque tu pratiques l'hypnose au sein du cercle Allan Kardec. Donc savoir ce qu'est l'hypnose et comment tu le pratiques. Alors l'hypnose est un état de conscience modifié, donc l'objectif est de mettre la personne dans cet état de conscience qui va permettre ensuite de réaliser quelque chose. C'est-à-dire que c'est le travail de suggestion qui à ce moment-là trouve toute son importance, étant dans cet état de conscience modifié, qui fera que la personne réalisera ce pourquoi elle entreprend cette démarche en hypnose. Voilà le cadre. Donc c'est une thérapie qui est essentiellement, on va dire, comportementale, contrairement par exemple à une psychanalyse qui n'est pas du tout le même processus, et ça fait partie des thérapies brèves. Donc l'objectif est d'aller relativement rapidement à l'essentiel. Voilà pour une première réponse. D'accord, donc on est bien loin finalement de l'hypnose de spectacle qu'on peut voir revenir. Oui et non. Ce n'est évidemment pas de l'hypnose de spectacle puisque nous sommes dans un point de vue thérapeutique. Donc il ne s'agit pas de faire de la démonstration comme il peut être fait en spectacle, même si, c'est pour ça que je précise que ça peut être un petit peu proche, dans le sens de l'induction, c'est-à-dire pour obtenir l'état d'hypnose, nous pratiquons une hypnose de façon assez directe, telle que le faisaient les précurseurs en hypnose, dont on pourra peut-être reparler, et nous restons sur ce point de vue. Et ce point de vue de induire l'hypnose, obtenir l'état hypnotique, n'est pas très différent que ce que peut faire quelqu'un en spectacle, sauf que nous n'avons pas besoin de la démonstration, donc nous n'avons pas besoin forcément d'aller vite. L'homme de spectacle, eh ben, il va sélectionner les sujets les plus suggestibles de façon à obtenir un effet rapide et en faire la démonstration devant un public. Nous ne sélectionnons personne, donc on va avoir à la fois des gens qui sont facilement suggestibles et des gens qui le sont beaucoup moins, sachant que en gros tout le monde l'est. Donc il n'est pas question de temps. Si ça prend une séance, 2 séances, 3, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'obtenir malgré tout cet état hypnotique, plus ou moins profond. Et là aussi, c'est important d'aller le plus profond qu'on peut, parce qu'on va réaliser. Mais en même temps, ça n'est pas la condition sine qua non pour réaliser un travail intéressant en hypnose. Donc, on est dans le même point de vue pour réaliser l'état d'hypnose en faisant des suggestions qui sont assez directes pour induire cet état. D'accord. Donc c'est une thérapie finalement à part entière qui permet de soigner ou de soulager. Et je vais peut-être rebondir justement sur les précurseurs puisque tu en as parlé. Aujourd'hui on parle beaucoup d'hypnose parce que ça revient un peu sur le devant de la scène, à la fois au niveau spectacle mais aussi en médecine. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Les précurseurs en hypnose, alors ce qui est intéressant puisqu'on est à Nancy, c'est que le début de l'histoire, pour parler de l'histoire la plus fondamentale, a lieu à Nancy. C'est les docteurs Liébaud, médecin généraliste de son état à l'époque, suivi ensuite par le professeur Bernheim, qui est professeur à la faculté de Nancy, hôpitaux de Nancy, et qui sont les deux personnages fondamentaux dans cette histoire-là. Ils les observent, ils les étudient, ils travaillent, ils les écrivent, on s'intéresse à ce qui est fait, et l'histoire est partie. Je résume assez rapidement. Malheureusement, les choses vont... Alors, on est fin du 19e siècle.
malheureusement, les choses, avec le début du XXe siècle, vont beaucoup se diluer, se dissiper, comme il en est d'ailleurs avec le point de vue spirit. Et pour les raisons de Première Guerre mondiale, pour des raisons de développement de la psychanalyse par Freud, qu'ils ont d'ailleurs, que Freud est venu rencontrer ces hommes-là à Nancy à la fin du siècle en question. Et donc, dans ce XXe siècle, les choses se dissipent, dirons-nous, pour renaître quand même dans les années 50-60. Il y a un personnage important en France qui s'appelle Léon Chertok, dont nous aimons bien nommer en référence en France, qui est médecin psychiatre, qui a écrit sur le sujet. Donc on le retrouve. Et puis le deuxième personnage important, il est aux États-Unis, c'est Erikson. Aujourd'hui, l'hypnose renaît beaucoup de ses cendres et elle réinvestit le champ, dirons-nous, de la psychothérapie au sens large. Elle s'inscrit dans ce domaine. Et Erikson est un médecin psychiatre américain qui a développé une certaine méthode dont quasiment tout le monde se sert aujourd'hui. C'est un personnage important, intéressant. On pratique pas exactement de la même façon que ce que fait l'école ericksonienne, puisque nous restons sur le point de vue des précurseurs, comme je l'ai expliqué précédemment, avec cette façon de faire pour induire l'hypnose, et ce travail en hypnose, où nous y rajoutons maintenant le point de vue spirit, c'est-à-dire que nous considérons qu'en hypnose, l'état hypnotique nous permet l'accès à l'esprit. Pas seulement à l'inconscient, mais à l'esprit. Donc c'est la particularité spirit par rapport à ce qu'il se fait ailleurs, et en hypnose classique, dirons-nous, et en hypnose ericksonienne. Alors c'est intéressant ce que tu dis justement, parce que donc on voit bien à travers ton explication avec les précurseurs que donc l'hypnose est une vraie thérapie qui existe depuis plus d'un siècle, mais tu fais le lien entre l'hypnose telle qu'elle a pu être pratiquée par exemple par Erikson, puisque aujourd'hui la plupart se revendiquent d'Erikson, et ta pratique à toi de l'hypnose en tant que spirit, puisque tu es médecin généraliste et spirit. Donc ce qui m'amène à te demander comment toi en tant que médecin généraliste, quel a été ton positionnement quand tu es devenu spirit ? Alors comme tu l'as dit au départ, ça fait 23 ans que j'ai rencontré, un peu plus que j'ai rencontré les spirites. Ça a été au début un cheminement personnel pour savoir ce que j'allais faire de cette idée philosophique que je découvrais, pour m'y inscrire finalement donc en 97. J'étais moi, de mon point de vue, très intéressé par... je résume, le fait que la pensée a une action. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé beaucoup précédemment, jusqu'à encore à rencontrer donc l'idée spirit et jusqu'à maintenant bien sûr. Et cette idée étant là, elle était utile pour moi, pour cette réflexion. L'élément qui m'a fait ne pas être trop rapide à l'époque est que, effectivement, j'étais dans un milieu médical qui n'est pas le plus ouvert à ces idées-là, et puis je me suis, et entre guillemets, convaincu moi-même que je pouvais m'inscrire dans cette idée-là et que ça n'était pas contradictoire avec une pratique médicale classique, et au contraire, puisque avec le temps, et c'est quelque chose qui continue de me motiver beaucoup, qui est la convergence des choses, la cohérence qu'il y a aussi entre une pratique médicale dite classique et avec certaines ouvertures dont l'hypnose fait partie et qui effectivement renaît pas mal de ces cendres, dirons-nous, depuis quelque temps. Donc il n'y a pas de contradiction pour moi entre une pratique dite classique, poser un diagnostic, proposer une thérapie, et dans les thérapies, il y a les thérapies les plus classiques que moi j'ai pratiquées pendant 35 ans, même plus, 40, en médecine dite générale, et le fait d'avoir recours à, et pourquoi pas, l'hypnose, l'acupuncture et le magnétisme.
Comme parfois certains patients trouvent un très bon rebouteux, un très bon barreur de feu, qui vaut toute médecine moderne quand on veut bien s'arrêter aux choses. Donc on comprend bien à travers ta réponse que quelque part, hein, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de concurrence, je dirais, entre la médecine allopathique et l'aspect plus spiritualiste de la maladie et de la prise en charge en fait du malade. Moi, je me bats un peu, et je voudrais continuer à le faire, dans ce sens de la complémentarité des choses. Je ne vois pas, ou je ne comprendrai pas pourquoi une médecine dite allopathique qui va s'intéresser à soigner ses congénères le mieux possible au regard de l'évolution de la science et des techniques médicales ne pourrait pas, dans ce cadre-là, s'inscrire par exemple l'hypnose, le magnétisme, des sciences qui au départ vont être beaucoup des sciences d'observation dont on tire quelque chose, mais c'est la définition du point de vue scientifique. Donc je pense que l'évolution des choses ira sur la complémentarité des approches. Et c'est un point de vue que je défends, mais je ne suis pas le seul évidemment, et on voit bien dans la période où nous sommes que de plus en plus de médecins, de personnel soignant sont dans ces réflexions-là progressivement. Par rapport à il y a 40 ans, moi je peux en parler, je vois l'évolution un peu des choses, et je vois qu'il y a une évolution, et pas seulement dans le milieu médical, mais puisqu'on en parle. Et donc, on est peut-être un peu à une période où on voit bien qu'il y a une évolution et que les idées philosophiques, au sens large, retrouvent de l'intérêt dans notre conception de la médecine. On a sans doute perdu, le long du XXe siècle, cette capacité de réflexion et de point de vue philosophique qu'avaient certainement beaucoup plus, en l'occurrence les précurseurs en hypnose, qui quelque part sont au départ de tout ce qui devient la psychothérapie, et qui est une approche particulière pour nous, de l'esprit. Nous ne pensons pas que le cerveau est l'émetteur de la pensée. Nous pensons que le cerveau est un outil extraordinaire, formidable, d'efficacité et de complexité, mais qui est l'effecteur de l'esprit qui le préémine. C'est notre conviction et c'est ce que les esprits, puisque nous en parlons, nous apprennent. C'est donc une particularité très importante pour nous de nommer l'esprit, de le citer et de faire valoir ce point de vue. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples, puisque tu pratiques maintenant depuis plusieurs années, des exemples de cas, de malades que tu as traités grâce à l'hypnose, ou en tout cas les cas qui t'ont le plus interpellé? Dans les indications les plus fréquentes que nous rencontrons, les premières d'entre elles, ce sont les indications de type psychologique. J'y mets là-dedans les états anxieux, j'y mets les états dépressifs, les syndromes dépressifs plus ou moins sévères. On va y mettre également les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC comme nous disons, mais également les phobies. Tout ça, ce sont des indications très valables. Et on va pouvoir faire réaliser certaines choses parfois assez rapidement. Je pense dans certaines phobies, dans certains TOC, où ça vaut la peine. J'y ajouterai des états de type migraineux, par exemple, où il peut y avoir de bons résultats. J'ai un exemple où ça a été remarquable en peu de temps, sur quelqu'un qui souffrait quasi quotidiennement depuis des années. J'ajoute les états douloureux chroniques, qui sont une indication aussi très intéressante. Et puis je fais un grand chapitre de tout ce qui relève de ce qui est psychosomatique, mais ce qui est très fréquent, parce que c'est très fréquent en médecine dite allopathique,
Mais même chose pour des thérapies un peu différentes, dont l'hypnose, mais aussi le magnétisme, etc., et qui sont des indications du quotidien. On pourrait parler des personnes qui vont souffrir de troubles fonctionnels intestinaux, etc. Voilà. Et donc j'y viens à faire un chapeau un petit peu global en disant que quand on entreprend un travail en hypnose, il y a forcément une dimension psychothérapeutique. On ne va pas seulement s'arrêter à dire je vais m'occuper de tels symptômes ou de telle pathologie et puis on va voir ce qu'on obtient. Forcément, il y a entretien préalable, réflexion de séance en séance, et qui servent à savoir où on va, où on en est, et qui servent aussi aux thérapeutes à diriger le sens des suggestions qui vont permettre d'avancer avec la personne considérée. Donc, la technique hypnotique, oui. Obtenir l'état d'hypnose, oui. Réaliser des suggestions, oui. Mais dans un cadre où la personne elle-même est motivée, fait partie prenante de l'entreprise pour réaliser finalement ce qu'elle a décidé de vouloir réaliser. L'hypnose, à ce moment-là, est un catalyseur. L'hypnothérapeute est un catalyseur. On permet à la personne de réaliser par elle-même, dirons-nous. Comme on aime à le dire, et c'est parce que dans la circonstance spirite, les esprits ont nommé ainsi cette façon, l'hypnose est un sommeil qui réveille. Donc là, quand tu dis l'hypnose est un sommeil qui réveille, c'est donc des propos que les esprits ont tenus lors d'une séance spirit. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'en état d'hypnose, on dort. On dort, on ne contrôle plus rien, alors que quand on écoute attentivement ce que tu viens de dire, la personne qui est hypnotisée va être quand même actrice de sa guérison grâce à l'hypnotiseur. Est-ce que donc, tu vas t'adresser directement à l'esprit, là où d'autres hypnotiseurs dits classiques qui vont travailler avec la méthode ericksonienne vont s'adresser en quelque sorte au cerveau, à la machine du corps? Alors, oui, on s'adresse à l'esprit, sachant que l'état d'hypnose permet un accès plus rapide de ce point de vue, mais également à l'inconscient, qui est le siège des refoulements. Donc, en séance d'hypnose, dans cet état hypnotique, ça permet de faire remonter des choses de l'inconscient. Donc de ce point de vue-là, sur toute la notion, la réflexion par rapport à l'inconscient, on n'est pas différent de l'hypnose ericksonienne, certainement. Simplement, dans la façon, on considère l'esprit. C'est ça qui est intéressant. Je reviens juste sur le début de la question, qui est les gens ne dorment pas. Effectivement, les gens ne dorment pas du sommeil habituel, de la sensation du sommeil habituel. Mais en même temps, ils ne sont plus non plus à l'état de veille habituel. C'est un état particulier, un état de conscience modifié, et à l'expérience, plus la personne est en état d'hypnose profonde, plus elle rentre dans un état particulier où elle peut, par exemple, ne plus spécialement entendre les propos de l'hypnotiseur, parce que c'est un peu lointain, ça s'en va, ça revient, ça fait un peu des vagues, parce qu'elle peut avoir des sensations physiques, ressentir quelque chose alors même qu'elle n'exprime rien. Exemple, j'espère, retour de la séance, j'espère que je n'ai pas été trop dérangeante parce que j'ai tellement bougé pendant la séance que quand même, je m'en excuse un peu, j'ai eu ça une fois. Et la personne n'avait pas bougé d'1 millimètre. Donc elle est dans un état un peu différent, modifié, comme un peu, dirons-nous, décalé entre les sensations physiques et le point de vue psychologique. Et c'est là tout l'intérêt de cet état modifié où on réalise des choses. Donc tu vas pouvoir soigner des personnes atteintes de dépression, des addictions, les TOC. Oui, les addictions, j'ai oublié les addictions. Les addictions aussi. Oui.
Est-ce qu'il est possible également de soigner des personnes atteintes de maladies comme par exemple un cancer ou voilà, des maladies un peu plus physiques, je dirais? Alors la réponse, elle est oui. On peut soigner des personnes atteintes de ce type de pathologie. Il est évident, et en premier lieu, qu'il ne s'agit en aucun cas, jamais, d'interrompre une thérapie qui est indiquée dans son état par la médecine dite classique, s'il y a une chimiothérapie, une radiothérapie, que sais-je. Nous n'intervenons pas, nous ne devons pas modifier les protocoles en cours. À ce moment-là, l'hypnose est un complément, est une façon d'approcher la maladie de façon plus globale. D'ailleurs, les centres anticancéreux, de plus en plus, ont dans leur service, dans leurs équipes, des praticiens en hypnose qui vont aider la personne. Par exemple, moi je l'ai déjà fait, par exemple, la préparation à un traitement en chimiothérapie, pour limiter les effets indésirables, pour vivre la séquence de la façon la plus positive, dirons-nous, possible. Voilà. Donc là, il y a des indications. Et puis après, quand on commence à approcher ces sujets-là, eh bien, on va commencer potentiellement à approcher le fait de qu'est-ce qui fait que je suis tombé malade? Est-ce que j'ai une réflexion par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui ont pu intervenir? Alors là, on est dans un point de vue qui va être beaucoup plus global de prise en charge et qui n'est plus seulement sur, comme je le disais tout à l'heure, sur le symptôme. Alors, beaucoup de choses sont sans doute possibles. Est-ce qu'on va avoir la prétention de guérir quelqu'un de son cancer parce qu'on l'a pris en charge en hypnose? Je pense que ce serait présomptueux de le dire. Mais est-ce que dans cette prise en charge plus globale, l'hypnose, par exemple, aura eu un impact positif pour faire que... Ah, alors là, oui, la réflexion est ouverte, bien entendu. Est-ce que tu as eu l'impression dans ta carrière de médecin, puisque maintenant tu es à la retraite, dans ta carrière de médecin, est-ce que le fait d'avoir été spirit depuis maintenant 23 ans t'a permis de soigner différemment, puisque tu prescris quand même des médicaments, enfin, tu en prescrivais, tu posais un diagnostic comme tous les médecins, mais est-ce que tu as senti une différence dans ta manière de prendre en charge les patients? Là, oui, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, on a une réflexion qui est rapidement plus large, pour moi, dans l'approche de la maladie, dans l'approche des circonstances de survenue de la maladie. Et là, le point de vue spirit est intéressant. Je vais donner une circonstance qui est la réflexion sur... Alors, deux sujets. La réflexion sur la mort. La mort est souvent considérée comme un échec par le médecin. Je ne suis pas arrivé à... Mais en même temps, nous savons bien que dans les circonstances où nous sommes, notre vie, elle a une finalité. Elle a un début et elle a une fin. Là où le point de vue spirit est intéressant, c'est que la façon de prendre en charge la fin de vie chez les patients, parce qu'on sait que la vie continue après, que l'esprit ici incarné continue de vivre demain désincarné, c'est un état simplement qui est différent, mais l'esprit est le même. Et donc on peut parler aux personnes qui sont en fin de vie, leur faire savoir, connaître qu'elles vont passer d'un état dans un autre. Ça va les aider à faire ce cap, peut-être aussi un peu à les rassurer, à savoir ce qui va les attendre au-delà. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, pour moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir, et sans doute ça a joué dans ma façon d'approcher certaines circonstances, est le fait que nous vivons aujourd'hui, demain nous sommes désincarnés, après-demain nous nous réincarnons. Et donc il y a un cycle de réincarnation, d'évolution, comme nous le disons, comme nous l'apprenons par les esprits. Et donc, évidemment, si aujourd'hui je suis malade de telles circonstances, il n'est pas exclu que ce soit une circonstance qui se réveille aujourd'hui d'une circonstance passée dans une vie antérieure, parce qu'elle est inscrite dans ma mémoire, dirons-nous, et que pour une raison X ou Y, il se passe une survenue de quelque chose. Nous avons quelques exemples comme ça, intéressants, que nous pouvons partager, que nous avons déjà publiés dans nos revues. Et
et qui font donc réfléchir, là aussi, de façon beaucoup plus globale, sur la circonstance de survenue de la maladie. Et donc là, nous pouvons avoir, et je parle d'un point de vue spirit, certaines façons de faire, en hypnose, mais pas seulement, du fait qu'on a cette information que la personne est malade pour telle ou telle circonstance, par exemple de circonstances de vie antérieure. D'accord, donc ça va donner une direction. Est-ce que, donc là maintenant, tu continues de pratiquer en tant qu'hypnotiseur dans la cellule de soins. Ce sont des personnes qui sont spirites, ce sont des personnes qui viennent d'où exactement? Alors moi j'ai pratiqué, donc l'hypnose étant en médecine générale, et j'ai pratiqué pendant 8 ans je crois, quelque chose comme ça. J'ai arrêté mon activité de médecine générale il y a quelques mois seulement. Je continue à pratiquer l'hypnose maintenant dans le cadre de la cellule de soins du cercle Spirit Allan Kardec. Des personnes que je connaissais me suivent maintenant, et puis c'est comme tout, c'est le bouche-oreille qui fonctionne, donc il y a le recrutement, dirons-nous, par ma qualité personnelle et de ce que j'ai fait précédemment, mais maintenant, et de plus en plus, il va y avoir le bouche-oreille qui fonctionne par les gens qui s'intéressent aussi, et évidemment, à l'idée spirit par leur lecture, nos conférences, nos publications, etc. Donc il y a de tout, mais évidemment, moi pendant des années, et ça continue maintenant, je n'ai pas soigné spécialement des personnes spirites, j'ai soigné des gens, monsieur, madame, tout le monde. Donc il y a quand même besoin d'une forme d'acceptation, en tout cas, je dirais, de l'enseignement que tu as reçu, que les autres... Oui, absolument. C'est-à-dire que maintenant, dans le cadre de la cellule de soins, qu'on soit en hypnose, en magnétisme, peu importe, oui, ça fait partie de notre protocole, dirons-nous, de bien signifier dans quel cadre nous sommes. Nous sommes dans un cadre associatif, et nous sommes dans un cadre où l'esprit doit être reconnu. Après, les personnes, elles l'acceptent, et puis elles peuvent en faire, si je puis dire, ce qu'elles veulent. Ça ne nous empêchera pas de les prendre en charge. Quelqu'un qui refuse, il refusera. Mais ça n'est pas fréquent, voire ça n'est jamais arrivé. Et voilà. Donc, et moi, précédemment, dans mon activité en tant que médecin, quand je prenais les gens en charge en hypnose, c'était la même chose. À un moment donné, toujours, puisqu'il y a un certain nombre de séances, on vient sur des questions philosophiques, fondamentales. Je m'arrangeais toujours à un moment donné pour faire connaître le point de vue un peu, dirons-nous, spirituel, au sens de l'esprit. Et donc pour terminer, dernière question, puisque tes réponses étaient très, très complètes et riches, et d'ailleurs les personnes qui veulent creuser un peu plus le sujet pourront ou retrouver des revues dans lesquelles tu as écrit, alors toi, plusieurs articles, mais aussi d'autres spirites qui ont témoigné de leur pratique et puis des réponses que l'on a sur la médecine. Et on peut te retrouver également dans des conférences, puisque tu donnes aussi des conférences. Dans le cadre de l'association Cercle Spirit Allan Kardec, moi comme d'autres, nous avons publié certaines choses en hypnose, en magnétisme, etc. Et d'ailleurs, il ne faut pas forcément être hypnotiseur pour avoir une culture et écrire sur ces sujets-là, ce qui se produit dans notre association. Et j'ai contribué, et je continuerai à le faire, à certaines conférences, soit à l'avoir présenté, soit à être présent au débat en ma qualité de spirit, et un peu de médecin, puisque ça amène un intérêt aussi dans le débat pour les gens. Donc les personnes qui veulent te rencontrer pourront un jour ou l'autre te suivre soit dans les conférences ou alors s'abonner par exemple à la revue? Bien sûr, il n'y a aucun souci de pouvoir me contacter et que je répondrai, nous répondrons à toute sollicitation, bien entendu. Eh bien, Denis, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était un plaisir. Et à très bientôt. Merci.